On vous remercie d'être venu, d'être présent à cette conférence de presse à laquelle on a invité Philippe Poutou. Philippe Poutou qui est à Montpellier pour présenter au cinéma Utopia à 20h, comme vous le savez certainement, le film Il nous reste la colère, et qui va vous en dire quelques mots tout à l'heure. Donc on vous invite aussi à venir voir le film sur la lutte des Ford au cinéma Utopia tout à l'heure. Et puis on s'est dit qu'on allait profiter de sa venue à Montpellier pour échanger un petit peu avec vous et puis lui demander de s'exprimer sur l'actualité. L'actualité, c'est bien sûr la réforme des retraites, les luttes de l'automne qui ont eu lieu pour les augmentations de salaire. Bon, ça, c'est des luttes nationales dans lesquelles on va s'inscrire. Et puis, il y a une partie importante aussi de nos luttes qui est la lutte antifasciste. Donc, Elana, qui représente le comité jeune, NPA Jeune, va vous en parler localement parce qu'il y a de l'actualité. Romain Larive, qui est porte-parole du NPA 34, parlera aussi de comment on s'implique, nous, ici, dans la lutte contre la réforme des retraites. Et puis, Philippe prendra la parole sur tout ça. Donc, Romain, je te passe la parole. Merci Anne, bonjour à toutes et à tous, merci d'être venus nombreux et nombreuses à cette conférence de presse. Je vois qu'il y a un effet positif de Philippe, en tout cas sur la fréquentation des conférences de presse auxquelles on invite les journalistes. Nous, le NPA 34, on continue les batailles en cours. Les batailles en cours, c'est quoi? Il y a déjà eu un mouvement social très important chez Sanofi. On a une usine, nous, à Sanofi Montpellier, même s'il n'y a pas de production de médicaments, c'est surtout de la recherche et du développement. Et sur le site de Montpellier, il y a eu, comme dans d'autres sites en France, des grèves de salariés de Sanofi pour revendiquer des augmentations de salaire. Augmentations de salaire qui sont plus que légitimes quand on voit les bénéfices que rapporte l'activité de Sanofi. Et malgré la grève sur plusieurs sites, la direction n'a rien voulu entendre, donc on a participé au soutien à cette lutte locale. Il y avait un piquet de grève sur plusieurs journées au site qui est situé au nord-ouest de Montpellier. Et cerise sur le gâteau de la direction, c'est l'attaque directe contre au moins 4 salariés au niveau national. Salariés qui étaient impliqués dans la grève, et sur Montpellier, un camarade en lutte, pareil, qui est convoqué. Donc nous, on continue à soutenir les salariés de Sanofi, à participer à toutes leurs initiatives et qui plus est contre la répression des salariés qui osent revendiquer des augmentations de salaire dans des boîtes qui font des bénéfices records. Ça, c'était pour le volet actualité sociale. Une autre grande actualité sociale, c'est la bataille qui va s'engager contre la casse des retraites. Donc c'est un peu un truc qui traîne, c'est devenu un peu le marronnier de l'automne, puis après de l'hiver, avec le décalage des annonces de Macron d'avant les fêtes à maintenant. On en est où? On en est l'annonce prévue le 10 janvier par la Première ministre de la réforme, avec des précisions sur ce qui va se passer. On en est où au niveau national? Il n'y a pas grand-chose qui se passe au niveau des organisations syndicales. Il y a peu d'appels sur construire la bataille nécessaire qui va être pour défendre nos retraites, parce que il y a une partie, il y aura une partie au niveau de l'Assemblée, mais nous on n'a pas trop d'espoir, on n'est pas trop dupes sur le fait que les mathématiques faisant foi, à partir du moment où il y a une majorité ou la possibilité de passer en 49.3 comme le fait le gouvernement depuis le début, la faible opposition à des organisations politiques de gauche à l'Assemblée ne sera pas nécessaire pour mettre à mal ce projet. Et donc du coup, ça va être dans les luttes, dans les grèves massives, dans le blocage de l'économie et du pays qu'on va pouvoir espérer quelque chose. Et nous, comment est-ce qu'on contribue à ça? Modestement, on participe à une initiative unitaire localement avec plusieurs organisations politiques, des organisations aussi associatives pour construire cette bataille contre les retraites dans l'unité la plus large, parce que c'est quelque chose qui concerne vraiment tout le monde. Et on est en train d'organiser une réunion publique qui aura lieu a priori début février, avec l'intervention d'économistes spécialistes pour démonter tout le discours, tous les mensonges du gouvernement quant à la nécessité au bien fondé de cette réforme des retraites, et puis donner la parole aux organisations syndicales locales pour qu'elles expliquent comment est-ce qu'elles comptent organiser la bataille pour la défense des retraites. Je m'arrête là pour l'instant, vous pourrez revenir sur ces points pendant les questions. Je vais passer la parole à Elana, plus spécifiquement sur comment on s'implique dans les luttes
antifascistes. Un dernier point aussi sur notre implication toujours et continue dans les initiatives unitaires de défense du climat, écologique, etc. Mais encore une fois, on pourra y revenir plus tard. Donc nous, en ce qui concerne l'actualité antifasciste, on fait partie d'un collectif qui est le collectif 22 mars, qui était là pour suivre l'affaire de l'ex-professeur de la fac de droit, Jean-Luc Coronel, qui avait fait irruption pendant une mobilisation contre la loi ORE et Parcoursup dans un amphithéâtre pour exclure les manifestants et les occupants de façon très violente. Ce collectif a publié un communiqué il n'y a pas longtemps pour saluer la décision du Conseil d'État en fait, d'interdire à vie donc à ce professeur d'exercer, que ce soit à Montpellier ou ailleurs. Donc, ce qui constitue une victoire pour nous et un soulagement. Et sinon, on fait aussi partie de groupes de veille antifascistes sur Montpellier. Et on a un engagement qui est assez proche de l'actualité en collaboration avec d'autres organisations antifascistes. C'est bon? Tu as terminé là? Voilà, et ben on passe la parole à Philippe Poutou sans plus tarder. Je vais dire quelques mots, pas beaucoup, parce que je pense que vous aurez envie de poser des questions et on pourra peut-être discuter sous cette forme-là. Mais je vais compléter ce qui a été dit auparavant. Donc, comme le disait Anne, je suis là à l'occasion de la présentation d'un film documentaire qui est sorti le mois dernier, le 7 décembre exactement. Et là, je suis un peu en tournée dans plusieurs villes de France pour animer des discussions suite à la projection du film, parce que c'est un film qui raconte la dernière année de la lutte des Ford contre la fermeture de l'usine. Usine dans laquelle je travaillais et qui a une histoire qui a mal fini, puisque l'usine a fermé, on a tous été licenciés. Donc la lutte n'a pas été gagnante, mais ça raconte les difficultés d'une lutte et nous on pense que c'est intéressant, ça peut aider à discuter de la situation actuelle. En tout cas, nous on pense que ce film-là, quand je dis nous, c'est aussi les réalisateurs, parce que ce sont deux jeunes réalisateurs qui s'appellent Jamila Jandari et Nicolas Mernet, qui ont fait le film, qui raconte notre histoire, mais avec la volonté de partir d'une lutte et d'une lutte particulière qui était celle des Ford, et arriver à discuter de la difficulté aujourd'hui de se battre, des tas de handicaps qu'on peut avoir quand on essaie de mener une lutte, que ce soit le climat dominant dans la société, qui est aujourd'hui plutôt un climat à la résignation, où les salariés, comme à Ford, ont du mal à considérer qu'on peut à un moment donné changer le cours des choses, et puis d'autres handicaps qui sont à la fois la violence de la société, le cynisme des capitalistes comme Ford, et puis la nullité des pouvoirs publics qui, dans ces cas-là, sont incapables d'agir et d'empêcher une fermeture d'usine. Et puis aussi l'absence d'outils comme les outils syndicaux qui sont aujourd'hui d'une extrême faiblesse. Et donc le film essaie de mettre en avant un peu tous ces problèmes-là. Donc à l'occasion de ces passages-là pour le film, dès que je peux, dès que c'est possible, on organise des rencontres avec les camarades du NPA. Et là, il y a une conférence de presse. Donc évidemment, ce que nous on a envie de mettre en avant... Je crois que je ne vous ai pas dit que Philippe était porte-parole du NPA, mais parce que c'est... vous le savez. Ouais. Et puis j'ai été candidat à la présidentielle aussi. Anne a oublié de le dire. Et j'ai perdu 3 fois. Et on n'abandonne pas. Donc, oui, alors ce qu'on a envie de mettre en avant, évidemment, c'est ce qu'a dit Romain tout à l'heure, c'est la question de la bataille des retraites qui arrive. Voilà, donc c'est des moments qui nous stimulent, parce qu'on se dit que peut-être qu'enfin, il va y avoir une véritable confrontation politique avec le pouvoir et les capitalistes. C'est la chose qu'on espère. On ne sait pas si ça se présente bien ou pas bien. Vous avez vu, bon, Romain en parlait, la NUP et l'opposition parlementaire semblent mobilisées, mais ça sera certainement avec des moyens très limités quand même. Et puis on voit un front syndical qui se construit pour la première fois depuis longtemps. Je crois qu'il y a une douzaine de logos syndicaux. On a vu que tout le monde était bien motivé. Il n'y avait même pas l'épaisseur d'une feuille de cigarette pour expliquer les éventuels désaccords entre les syndicats. Enfin voilà, on nous sort un grand discours où ça va chauffer. On verra. Pour l'instant, ce que disait Romain, c'est vrai que les rendez-vous, on a du mal à en avoir des concrets. Il y a quand même un rendez-vous le 21 janvier à Paris des organisations de la jeunesse. Et on espère qu'il va effectivement se construire un agenda très rapidement
qui permet d'allier à la fois les manifestations syndicales, les rendez-vous politiques, et voir comment il peut y avoir des tas d'initiatives, mais au bout du compte, d'arriver à construire un véritable mouvement profond, un mouvement social, mais en même temps d'essayer de ne pas refaire exactement ce qu'on a fait dans les dernières batailles contre-réformes des retraites. Voilà, il faut qu'on tire des bilans quand même de toutes les défaites qu'on a eues, 2003, 2010, la dernière c'était il n'y a pas si longtemps que ça. Ouais, des semi-défaites dans le sens où tout n'est pas passé, mais à chaque fois c'est des demi-défaites, puisqu'en fait à chaque fois ça ne passe pas comme c'est prévu, mais d'ailleurs là même aujourd'hui on pourrait penser que Macron ne va pas s'accrocher aux 65 ans, mais qui vont trouver un compromis parce que ça va être la manière de fragiliser ou de fracasser le front syndical. On est habitué à tout ça, quoi. Voilà. Donc nous, ce qu'on espère en tout cas, c'est que cette bataille de retraite soit l'occasion d'une remobilisation sociale, que ce soit l'occasion d'une redémonstration de force. On en a besoin du côté de la population, du côté des travailleurs, des travailleuses, du côté de l'ensemble des opprimés. Et on espère que ce soit en même temps pas juste une lutte pour la défense des retraites, mais que ça puisse aussi poser le problème plus profond de la société, la question des salaires, la question de l'emploi en général, la question des services publics, et au-delà des questions sociales aussi, des questions environnementales, parce que tout est extrêmement lié. Donc on pense, en tout cas on espère, et on jouera là-dessus, sur que cette bataille des retraites, ce soit le déclencheur d'une remobilisation profonde de la population. Parce qu'on pense qu'au bout du compte, il n'y a que ça qui peut changer la donne réellement. Donc une bataille politique contre le pouvoir, contre le système capitaliste. Et on sait que dans cette bataille-là, l'enjeu, ça va être de redonner confiance à la population. Et de renouveau croire qu'on peut changer les choses, qu'on peut ne pas être toujours les victimes, qu'on peut ne pas être toujours les perdants dans un combat de classe, dans une guerre de classe, parce qu'on est vraiment confronté à une guerre de classe aujourd'hui, du pouvoir macronien, du pouvoir capitaliste aujourd'hui. Et on a besoin de ça. Et l'enjeu pour nous, il va être important. Donc le NPA là-dedans, il va essayer d'être l'aile radicale de la mobilisation, d'essayer de discuter. Donc on a intérêt à rendre concret justement les possibilités de s'organiser. Et de ce point de vue-là, ça veut dire à la fois un langage radical, un langage très combatif, mais en même temps très unitaire. On a besoin de construire avec tout le monde. La gauche syndicale, la gauche politique, le milieu associatif, les jeunes, les moins jeunes, on a intérêt à se retrouver ensemble parce qu'on sait qu'il va se jouer beaucoup de choses dans cette bataille de début d'année et on n'a certainement pas besoin d'une nouvelle défaite ou certainement pas besoin d'un truc foireux, hein, d'un genre quelques syndicats qui disent oh, finalement 63,5 c'est pas mal, enfin je ne vous explique pas les scénarios qu'il peut y avoir. Voilà, donc nous on aimerait bien qu'il y ait quelque chose qui se passe et en tout cas on va jouer à fond cette carte-là. Et on va voir comment, effectivement, à travers des meetings unitaires, déjà à Paris, peut-être que dès mardi soir, il pourrait y avoir un meeting unitaire, hein, parce qu'il y a l'annonce de la Première ministre, hein, normalement, enfin l'annonce, la présentation un peu de ce que voudrait faire le gouvernement, ça serait mardi 10, et le soir, il pourrait y avoir déjà un meeting unitaire entre les forces politiques et syndicales, on va voir ce que ça donne, en tout cas, on milite dans ce sens-là, et puis certainement qu'il va y avoir des choses dans les livres. Voilà. Donc en fait, l'actualité ne se résume pas à ça, mais ceci dit, pour nous, ça va être un moment fondamental et peut-être un tournant, et on compte beaucoup sur cet épisode-là. Après, évidemment, il y a d'autres combats dans lesquels on est partie prenante, je pense notamment à la lutte contre les méga-bassines, hein, puisqu'il y a un rendez-vous important qui est donné le 25 mars. Bon, ça se passe dans l'ouest de la France, mais c'est pas si loin que ça de Montpellier. Mais ça sera aussi des moments très importants, puisque là on est sur un autre terrain, mais qui est connecté à notre avis hein, de toutes les questions sociales. C'est notre vie, dans quelle planète on vit, dans quel environnement on vit. Et donc c'est la question de l'eau, la question du service public de l'eau, la question du commun, la question du collectif. Et là encore une fois, la question de comment la population a intérêt à s'occuper de ses propres affaires. Et pas laisser des saloperies ou des projets complètement nuls se mettre en place à partir de choix de collectivités territoriales et derrière pour des logiques capitalistes ou pour des logiques qui sont uniquement privées, qui est là pour le coup l'intérêt de quelques gros capitalistes de l'agriculture, notamment les céréaliers. Voilà, donc ça pour nous aussi ça va être un rendez-vous important, et puis à côté de ça, il y a les batailles antiracistes, les batailles féministes, qui se
puisqu'on a des mouvements qui sont aujourd'hui plutôt dynamiques, et on espère que de tout ça, il va se passer quelque chose. Et donc je finis là-dessus, c'est qu'en fait on parle des luttes, mais derrière, nous on a cette idée, même si notre actualité au NPA, vous allez peut-être poser des questions là-dessus, n'est pas grandiose, puisqu'on s'est cassé un peu en deux, hein, on a vécu un congrès plutôt difficile, mais qui est l'aboutissement d'une longue période qui est de toute façon très difficile, puisqu'on était en conflit interne sur 2 orientations à l'intérieur du NPA, et donc ça a fini par une séparation du NPA, donc ça fait paradoxal, mais pas tant que ça, puisqu'en fait la partie que nous on représente, hein, puisqu'en fait aujourd'hui il y a 2 groupes qui se revendiquent du NPA, ça va être un peu compliqué dans la période qui vient, il va falloir suivre de près l'évolution des choses, mais donc il y a 2 parties qui se revendiquent du NPA, mais en tout cas il y a une partie qui se sent assez légitime et beaucoup plus légitime, justement dans l'idée d'une volonté politique de construire un outil politique, un nouveau parti politique large, unitaire, anticapitaliste. Et c'est toute la période, pour nous, ça va être important de ce point de vue-là, c'est est-ce qu'on va réussir justement à franchir des étapes de ce côté-là et d'arriver à commencer la construction d'un parti unitaire. Et on voit bien en lien avec ce qui se passe dans FI notamment, avec les conflits, les crises, parce que des crises, il n'y en a pas qu'au NPA. Tout le monde est en train d'être traversé par des doutes, par des interrogations, par des soucis de quelle gauche on voudrait construire, de quelle gauche on voudrait reconstruire, parce qu'on se sent tous orphelins d'un outil politique qui puisse défendre l'intérêt de notre camp social. Et voilà, la période qui vient, la lutte des retraites, les autres luttes, et puis les soucis qu'il peut y avoir dans les différents partis, y compris même dans les syndicats, de tout ça, on espère qu'il va y avoir une discussion sur l'urgence et la nécessité de reconstruire des outils qui soient adaptés à la situation et qui permettent réellement de faire face aux attaques antisociales, aux attaques antidémocratiques du pouvoir actuel, et de faire face, et en plus d'avoir une perspective révolutionnaire, anticapitaliste, et d'arriver à avoir une perspective justement de changement profond de la société. Donc c'est un peu tous les enjeux pour nous dans la période qui vient. J'arrête là. Et là, vous pouvez poser des questions. Justement, pour ce changement politique, cette bataille politique, notamment sur la réforme des retraites, que vous appelez de vos voeux, précédemment, là, dans votre discours, vous parliez je reprends le mot à peu près, de l'extrême faiblesse de l'outil syndical par rapport à ce qui s'est passé à Gilford. Donc, est-ce qu'il n'y a pas une difficulté déjà presque technique dans cette lutte qui fait du fractionnement, de la fragmentation presque de la force progressiste de l'organisation syndicale politique? Je réponds, mais oui, moi je pense que c'est le problème qu'on a, c'est que on a tous dans la tête les défaites passées, et on a tous dans la tête, plus ou moins clairement quand même, que ces défaites sont en partie liées à des problèmes de faiblesse, ou des problèmes même d'orientation des organisations syndicales et politiques. La gauche, c'est connu, elle est éclatée, enfin, on a vu dans quel état elle est, et on le voit, y compris avec la NUP. Hein, à un moment donné, il y en a qui ont pu penser que ça y est, la gauche se reconstruit, mais en fait, non, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Donc on voit la faiblesse politique, et on voit aussi la faiblesse syndicale, de par les défaites précédentes, et puis voilà, puis au quotidien. Et le film Ford, c'est une illustration d'une lutte qui perd aussi parce que les syndicats n'ont plus la force qu'ils pouvaient avoir avant. Donc on arrive sur une bataille qu'on voudrait préparer, et je pense qu'il faut qu'on soit lucide sur cette faiblesse qu'on a, nous, et que c'est pas la peine qu'on parte sur des grands discours. Voilà, et c'est ça qu'on essaie aussi d'expliquer, c'est comment on peut tirer ces leçons-là, ces bilans-là, comment on peut avoir cette lucidité-là, mais pas pour être démoralisé, pas pour dire on va pas y arriver ce coup-ci, mais d'arriver à sortir de tout ce qui s'est passé, mais quelque chose qui nous fait arriver à reconstruire quelque chose. Et c'est peut-être pas forcément en pleine lutte qu'on peut reconstruire, mais si quand même. Mais on ne sait pas, mais en tout cas, c'est toutes ces choses-là, oui, qui effectivement sont dans nos têtes et dans la tête de tout le monde, parce que le climat de résignation, il est aussi la réponse, enfin c'est aussi l'illustration de ça, c'est que tout le monde, on voit bien qu'on n'est pas si fort que ça aujourd'hui. Ça ne veut pas dire que Macron est très fort, ça ne veut pas dire que c'est là aussi c'est compliqué, c'est que leur force, elle est aussi peut-être tout simplement la réponse ou l'image de nos propres faiblesses. Et on a intérêt à réfléchir là-dessus, quoi. Et c'est pour ça qu'on insiste beaucoup, oui, sur reconstruire des outils. On a besoin, y compris syndicalement, comment on fait de l'intérieur, de l'extérieur, comment
le tissu associatif, comment il retrouve des forces. Ça passe par des liens, des coordinations, par des convergences, mais aussi en ayant un regard lucide sur ce qu'on est, sur ce qu'on n'a pas été capable de faire, sur le fait que les défaites, c'est aussi de nos responsabilités, voilà, d'arriver à changer ça aussi. Est-ce que, sans que ça prenne toute la place, tu peux être un peu plus explicite sur l'éclatement du NPA, l'éclatement politique, enfin, sur la question politique? Alors, explicite. Pour pas y passer trop de temps, mais c'est un problème qu'on a quand même, c'est que... je peux faire un tableau avec... mais bon, pour simplifier, mais pas tant que ça, en fait, le NPA, il est né en 2009, c'est depuis la LCR, avec l'idée de construire un parti large qui regroupe des militants et des militantes d'organisations ou de traditions militantes différentes, pas que trotskistes, pas que communistes révolutionnaires, mais aussi libertaires, et puis d'essayer de regrouper des franges militantes combatives et radicales, que ce soit dans le milieu associatif ou syndical. Enfin, il y avait cette idée-là, d'un besoin d'un parti beaucoup plus large que ce que nous on était. Donc ça, c'était le projet de 2009. 13 ans après, on peut dire que ce projet-là, il n'a pas complètement réussi. Et d'autant moins que finalement il y a quelque chose qu'on n'a jamais résolu sur toutes ces années-là, et pourtant on a été en conflit à l'intérieur du parti entre deux orientations fondamentales en fait. Une orientation qui dit qu'il faut construire un parti de révolutionnaires et voir avec lutte ouvrière, enfin voilà, de ce côté-là, et une autre partie de l'organisation qui elle s'attachait à la déclaration de fondation du NPA, qui était de dire non, nous on veut construire beaucoup plus largement et s'adresser beaucoup plus largement à des fractions militantes, pas forcément militantes d'ailleurs, mais en tout cas à aller vers des choses qui ne sont pas forcément révolutionnaires, mais en tout cas radicales, antilibérales, enfin, voilà, donc, et on était toujours sur ces deux trucs-là. Et 13 ans après, il y a comme eu un ras-le-bol accumulé, et à un moment donné, on ne pouvait plus continuer comme ça. Voilà. Donc pour éclaircir la situation, il y a une partie en tout cas qui a décidé de se séparer. Et ça donne nous ici, on n'a pas de nom différent pour l'instant parce que c'est le NPA. Les autres aussi c'est le NPA, donc là vous avez deux NPA. Mais voilà, un NPA qui affirme la nécessité d'alliances, de coopération, d'organisation avec d'autres groupements militants. Et notamment, mais ouais, c'est un peu la raison qui a fait éclater le parti en deux, c'est qu'on est pour coopérer avec les camarades de la France Insoumise, les camarades, ce qu'on considère les plus radicaux de la NUP aujourd'hui, et de voir comment on peut construire avec eux, pas qu'avec eux, parce qu'on a aussi les camarades libertaires de l'UCL, enfin, il y a plein d'organisations en fait. En fait, l'idée c'est ça, c'est d'essayer d'aller plus loin et de réussir enfin la construction d'un parti large, unitaire et radical. On pense qu'on peut faire les deux. Voilà. Et, on n'est pas obligé de s'enfermer juste entre quelques révolutionnaires. Enfin, voilà, c'est ce que nous on pense en tout cas. Donc comme on ne pouvait pas concilier deux orientations dans le même parti, chose qu'on a fait chaotiquement depuis 13 ans, et voilà, on s'est dit, vu l'actualité politique, vu la situation, il y a un moment il faut arriver à réussir un peu ce qu'on a envie de faire, et c'est pour ça. Donc en fait, grosso modo, ce sont deux groupes aujourd'hui qui existent, qui se revendiquent tous les deux du NPA. On va voir comment dans les semaines qui viennent, ou le plus rapidement possible, on puisse éclaircir la situation et faire en sorte qu'il y ait vraiment deux groupes distincts qui apparaissent, et que nous on puisse mener une politique unitaire. Et à Montpellier aussi, il y a les deux, donc. Comment? À Montpellier, il y a aussi les deux. Alors là, je pense qu'ils vont raconter un peu la situation, parce que c'est pas tout à fait la même situation suivant les villes. Ben voilà. Parce qu'il y a des villes où il y avait parce que les deux tendances ou les deux orientations qui se côtoyaient, et des villes où il n'y en a qu'une seule, des villes où c'est l'autre. Ben voilà, on n'a pas exactement la même situation dans les villes, donc ça donnera un paysage peut-être un petit peu différent dans la période qui vient. Et je pense que Romain ou Anne vont peut-être expliquer. Je peux dire un mot, puis tu complètes si nous, il se trouve que dans le 34, ça ne change pas grand-chose, puisqu'il y avait une énorme majorité de camarades qui étaient sur l'orientation qu'a présenté Philippe pour aller vers un parti large. Donc ça ne change rien, concrètement, on est toujours dans le même local, on a toujours une implantation à Montpellier, dans le centre de la jeunesse, à Béziers, et puis on continue à participer aux différents collectifs qu'on a égrenés avant, et puis à participer à la construction, là pour l'actualité sociale, à une riposte unitaire face à la casse des retraites. Ah
À propos, disons, des fêtes ou semi-défaites antérieures, vous avez pas mal répété la notion d'erreurs qu'on a pu faire. Je vous cite des erreurs que nous avons pu faire. Et finalement, vous ne les précisez pas, vous constatez la faiblesse de l'action syndicale, faiblesse, etc. Mais quelles peuvent être ces erreurs? La faiblesse, c'est un constat, c'est pas une erreur, c'est un état de fait, c'est pas une erreur. Tout à fait. D'abord, sur défaite, pas défaite, c'est toujours pareil, c'est toujours à relativiser. Oui. Y compris même la lutte Ford, on parle de défaite parce que l'usine a fermé et qu'on est viré, mais ne serait-ce qu'avoir mené une lutte, ça permet de relativiser une défaite. Voilà, donc les batailles sur les retraites, même si, c'est ce que disait Romain, à chaque fois on a perdu, dans le sens où on n'a pas empêché la contre-réforme, mais ceci dit, la contre-réforme, c'était pas celle qui était prévue initialement, jamais d'ailleurs. Donc c'est des défaites, mais en même temps, la résistance, elle n'est jamais inutile, et on va certainement pas dire ça. Donc de toute façon, il y a des batailles à mener, il faut les mener, et on voit au bout du compte. Bon, après, maintenant, sur la question précisément que vous posez, c'est pas une question d'erreur juste, on pourrait penser qu'il y a des erreurs stratégiques de la part des organisations syndicales ou de la part de la gauche politique. Oui, il y a des erreurs, mais il y a aussi des choix. À un moment, j'ai cru que vous parliez de votre part aussi. Oui, parce que nous, on ne va pas faire la leçon, on ne va pas dire on est vachement bien et nous on a tout compris. On a aussi nos propres responsabilités dans le sens où la faiblesse des outils qu'on est nous-mêmes en train de construire ou d'essayer de construire, si on n'y arrive pas, c'est qu'on a aussi nos propres ou incompétences ou propres incapacités à faire. Donc c'est pour ça qu'on s'inclut là-dedans. Mais on a aussi une critique quand même très dure à l'égard des organisations syndicales, des directions syndicales ou à l'égard des responsables politiques de gauche qui n'ont jamais réellement voulu une confrontation en fait avec le pouvoir. On l'a bien vu, à chaque fois ça finit en eau de boudin, à chaque fois ça finit pas vraiment. Les grands mouvements sociaux, on peut même parler de la loi travail, enfin, c'était à l'époque contre Hollande et le gouvernement soi-disant de gauche. Donc on a et ça ces bilans ils sont jamais faits, c'est-à-dire en fait on a plusieurs mouvements de retraite contre les réformes de retraite et des mouvements qui ont été énormes, notamment la bataille à l'époque de Sarkozy avec des manifs énormes, et même la dernière, hein, on a vécu à chaque fois 2-3 rendez-vous avec peut-être 1 à 2 millions, des fois 3 millions de gens le même jour dans la rue, donc on est capable, il y a cette capacité de mobiliser quand même, et puis les stratégies c'est toujours les mêmes, c'est qu'on fait une manif, 2 manifs, 3 manifs, 4 manifs, et puis après au fil du temps les manifs sont moins nombreuses, et puis on s'aperçoit qu'il y a quelque chose qui ne va pas, il y a un truc qu'on ne sait pas faire, et puis la plupart des militants, y compris même, sont des fois démoralisés par ces stratégies répétées, où c'est toujours de la même façon qu'on démarre un truc, c'est toujours la même façon que ça se finit, donc c'est ça aussi, donc il y a la question d'erreur, mais il y a la question aussi de choix stratégiques, et qui relève certainement à un moment donné d'un défaut de volonté de confrontation réelle avec le pouvoir. En tout cas, on n'a jamais de débat là-dessus. Dans les syndicats, il n'y a pas de débat. Hein. Aujourd'hui, même à la CGT, il n'y a pas de débat sur comment on appréhende la lutte aujourd'hui. Romain disait, je crois, en fait, on n'a même pas de date. C'est toujours pareil, quoi. On attend que Borne parle, et puis après, derrière, il va y avoir un calendrier, alors que le pouvoir, ça fait quand même quoi, 3, 4, 5, 6 mois qu'il est prêt. Il est juste en train d'affiner sa stratégie, il dit pas tout ce qu'il dit là, enfin, et puis nous on n'a toujours pas de date. Alors qu'en réalité la confrontation sur les retraites, il n'y avait pas de raison de la démarrer le soir ou le lendemain de l'annonce de Borne. C'est des trucs qu'il faut construire bien en amont, et donc il y a déjà des problèmes de ce côté-là. Il faut qu'on discute de ça, de comment on peut s'y prendre pour gagner. Qu'est-ce qui fait qu'on n'a pas gagné les dernières fois, et qu'est-ce qui fait qu'on pourrait gagner ce coup-ci? Voilà, et ça suppose certainement déjà une coopération entre le mouvement politique et le mouvement syndical, alors que là, ça continue un peu les histoires de concurrence, hein. C'est pas à nous de faire ça, c'est pas à vous de faire ça, on va pas se mélanger là, chacun ses rendez-vous. Enfin bon, si on part comme ça va être compliqué aussi. Donc c'est à la fois, ça veut pas dire qu'il faut être perdant d'avance vu la situation, mais être capable peut-être d'avoir ce regard critique sur ce qu'on a fait, sur ce qu'on n'a pas su faire, et encore une fois, on s'inclut globalement là-dedans, même si évidemment on n'a pas tous le même niveau de responsabilité, et même si évidemment il y a des tas de responsables syndicaux et politiques qui jouent un rôle très néfaste dans tout ça, et que quand en face on a un pouvoir qui est prêt à la guerre façon de parler, hein, on n'est pas en Ukraine, hein, mais c'est quand même une guerre dans le sens où
c'est impitoyable et c'est sans scrupule, et puis ça se traduit par un écrasement de millions de gens dans la pauvreté, la précarité. Quand on est dans une situation de guerre sociale, il faut qu'on réponde avec des armes différentes. La manif, ça ne suffira pas. Il faut discuter de grève générale, il faut discuter de bloquer le pays, il faut discuter de modes d'action beaucoup plus radicaux, beaucoup plus combatifs, mais comment, lesquels, comment ça peut se remettre en place, et puis surtout comment on donne envie, on redonne confiance à des millions de gens pour se battre. Parce qu'on ne peut pas non plus se contenter d'être 1 ou 2 millions dans la rue, ça pose le problème d'être beaucoup plus nombreux, mais pour être plus nombreux, il faut être en capacité de convaincre. Et donc redonner des perspectives, de l'espoir aux gens, et ça se fait par des tas de discussions, des tas d'initiatives. Voilà, on ne sait pas plus précisément, mais on sait qu'en tout cas il ne faut pas refaire pareil. Sinon on va revivre un scénario qui sera très proche de ce qu'on a malheureusement vécu pendant trop longtemps. Si je peux juste compléter un petit peu. Et bien sûr. Sans être historien, les grandes avancées sociales et les victoires, elles ont été consécutives à des grands mouvements sociaux, de grève, de blocage. Ça c'est systématique, c'est personne qui l'invente. Et c'est marqué noir sur blanc. Donc à partir du moment où, sans vouloir répéter l'histoire inlassablement, où on ne construit pas, on n'est pas dans la construction, enfin ou en tout cas que les organisations qui se revendiquent en opposition au gouvernement et à la casse, à son projet de casse des retraites, ne s'inscrivent pas dans cette démarche-là, au moins partiellement, on peut douter de leur sincérité à vouloir aller à la victoire contre cette casse des retraites. Donc nous, les bilans de nos activités, on les fait régulièrement. Après, à chaque fois, chaque lutte est particulière, il y a un contexte particulier, et on réfléchit en fonction de nos forces à comment est-ce qu'on peut peser dans le bon sens, dans la bataille, comment est-ce qu'on peut être complémentaire par rapport aux organisations syndicales qui, massivement encore, mais malgré leur faiblesse, sont celles qui le plus massivement organisent les salariés. Et donc on s'inscrit là-dedans, pas du tout par exemple en confrontation, mais vraiment en complémentarité avec ce qui est l'état actuel du mouvement ouvrier en France. Je voudrais compléter aussi en disant que parfois la mobilisation, elle passe pas forcément par les organisations traditionnelles, que ce soit les syndicats ou les partis politiques. On a vu il y a quelques années le mouvement des Gilets jaunes. Et là, au vu de la faiblesse du gouvernement qui passe ses lois avec les 49.3, il n'y a pas que la réforme des retraites, il y a aussi les problèmes de pouvoir d'achat, les questions d'énergie. Bon là, on a un hiver particulièrement doux, mais c'est vrai que si vraiment il y a des coupures d'électricité, peut-être qu'il y a des choses qui vont se passer à partir de la population qui vont être complètement extérieures aux organisations structurées, quoi. Et puis moi je voulais rajouter aussi qu'il y a peut-être des choses aussi qui vont émerger du côté de la jeunesse. Et par rapport aux formes d'action, on voit une radicalisation des luttes écologiques en particulier, qui vont jusqu'à des actions de sabotage parfois d'entreprises. On a vu les 200 militants qui ont saboté l'usine Lafarge, les militants qui bloquent les rues, etc. Bon, qui ne sont pas des mouvements de masse, effectivement, mais qui démontrent une certaine radicalité dans le militantisme. Donc tout ça, ça fait un terreau avec des actions, toutes les choses sont complémentaires, tous les modes d'action sont complémentaires et on veut croire que ça va se rencontrer à un moment donné. De toute façon, ça se passe pas qu'en France. Bon, c'est vrai que les Gilets jaunes, c'est une illustration quand la gauche est plus capable ou les syndicats sont plus capables, ça sort par un autre endroit. Et donc les Gilets jaunes, c'était l'expression d'une colère, d'une mobilisation contre une souffrance et puis des questions vitales de pouvoir d'achat. Et c'est parti comme ça, donc désorganisé peut-être, mais ça a été salutaire parce que ça a permis à un moment donné de dire « Ah oui, quand même, on en est là, quoi ». Et donc ça c'est important, mais là ce qui se passe en France, le mouvement des Gilets jaunes, on peut aussi voir le mouvement Irak en Algérie, c'est parti hors organisation politique. Ça a été une formidable mobilisation. Aujourd'hui, comme souvent, il y a le contre-coup, il paye très cher la répression. Mais en Iran, la révolte des femmes iraniennes, pareil, ça part comment? C'est pas des appels syndicaux, c'est pas des appels politiques, c'est la mort d'une jeune femme assassinée par la police, et puis hop, ça s'embrase. Et ça montre aussi, on en est là, quoi. En fait, alors on dépend quelque part un peu de cette étincelle qu'on ne maîtrise pas du tout. Pourquoi, à un moment donné, des millions de gens, ou en tout cas des centaines de milliers de gens se mettent en colère et se mobilisent? Ça ne se déclenche pas forcément par des partis, mais en tout cas, nous, on essaie de voir comment on peut quand même construire des outils qui aident à ce que cette chose-là se passe et s'organise. On ne peut pas attendre à chaque fois le côté, bim, ça pète.
Donc, mais on voit que partout, c'est des situations comme ça. À Hong Kong, en Angleterre aujourd'hui, c'est un peu plus compliqué, les syndicats, mais c'est aussi une colère à la base qui fait que... Et là, dernièrement, en France, c'est le mouvement des contrôleurs juste avant Noël. C'est pas l'appel des directions syndicales, c'est pas l'appel même des fédérations syndicales, c'est un collectif de contrôleurs qui a dit, il y en a marre, on va aller au bout de la menace d'une grève à Noël. Parce que c'est la première fois que ça arrive quand même. Et c'est une pression par en bas. Et donc ça montre, tout ça, ça illustre qu'il y a quelque chose qui ne va pas. On n'a pas les outils qu'il faut. On n'a pas aujourd'hui des outils qui sont en capacité de répondre aux enjeux. Et on est en manque d'organisations capables de mener, de préparer ces combats-là. Donc forcément, le problème se pose d'arriver à élaborer au moins le début de ça, quoi. Et à travers la bataille des retraites, peut-être qu'on va pouvoir lancer ça, mais c'est l'occasion de discuter ça quand même, quoi. À ce moment-là, c'est jamais trop tard. Les médecins. Ouais. Les médecins, les artisans. Ils partent pour, on ne sait pas où ça va aller. Il y a des luttes éclatées aussi pour les salaires, boîte par boîte, qu'il y a depuis le début de l'année, depuis septembre, et qui reste éclatée. Parce que c'est pareil, on parle beaucoup de la bataille des retraites, mais il y a une lutte, tu parlais de guerre sociale, on est en plein dedans, parce que cette bataille des retraites, elle est dans la répartition de la valeur, de l'argent, des bénéfices des boîtes entre les salariés et puis les actionnaires, les propriétaires des boîtes. Et pour la réforme des retraites, c'est très concrètement, ils veulent ils veulent allonger la durée soit de cotisation, soit ça va être un départ à 65 ans pour pouvoir baisser l'impôt sur les sociétés. Donc on est indirectement dans la logique similaire à la répartition des bénéfices d'une boîte entre salaire et puis actionnaire. Donc même si là on parle beaucoup de la bataille des retraites, il peut y avoir des jonctions qui se font avec les luttes qu'il y a dans des grosses boîtes sur les salaires, comme il y a eu à Sanofi récemment, ou autres, parce que à la fin de ça, c'est une vraie guerre sociale. Ouais, c'est la question de la répartition des richesses, mais nous on y met compte tenu d'organisation de la société. C'est la répartition des richesses s'il en faut une autre, une plus juste, une plus équitable. Mais qui va assurer cette répartition des richesses? À partir du moment où les richesses sont accumulées, accaparées par la poignée d'ultra-riches avec des pouvoirs politiques complètement à son service, qu'est-ce qui peut imposer une nouvelle répartition des richesses? Et nous, on pense que la façon d'être la plus efficace possible sur la répartition des richesses, c'est changer le pouvoir. Parce que c'est le pouvoir qui décide de la répartition des richesses. Donc oui, c'est une autre organisation de la société. C'est pour ça que nous, on parle beaucoup, là tu parles du lien entre salaire et retraite, et on peut parler du temps de travail, tout ça est lié, et donc du coup, c'est la question de l'emploi, c'est la question des services publics, mais ça veut dire qu'il faut que la société fonctionne différemment, et ça veut dire qu'il faut qu'il y ait d'autres gens qui dirigent la société, et il ne faut surtout pas laisser la direction de la société entre les mains des capitalistes, entre les mains des grandes fortunes, parce qu'il est évident que si c'est eux qui dirigent, si c'est eux qui gèrent, ils vont gérer par rapport à leur coffre-fort qu'il faut remplir. Et là, effectivement, la question des retraites, c'est quand même hyper clair. C'est pour permettre à ce qu'il y ait plus de subventions aux entreprises, il va falloir remettre en cause le système des retraites, alors que tout le monde reconnaît qu'elle n'est pas en déficit. Enfin, la caisse des retraites n'est pas en déficit, elle est même plutôt en bonne santé. Donc il y a des choix politiques de fond. Et c'est vrai que c'est pour ça qu'on parle de confrontation, c'est que c'est pas juste une histoire de lutte, voilà, il va falloir être plus fort et puis gagner, mais gagner au bout, ça veut dire qu'il y a une transformation profonde de l'organisation de la société, ça veut dire que oui, c'est une question du pouvoir, qui a le pouvoir, et il faut que la population, elle puisse décider, elle puisse contrôler, elle puisse avoir le contrôle sur ça, et ça passe par des expropriations, par des socialisations, par une économie qui est de plus en plus sortie des mains du privé, des logiques du privé. Ça, c'est la question d'un programme politique, en fait. Et c'est vrai que c'est pas que la lutte. C'est un peu sommaire. En fait. Je voulais rajouter aussi que la lutte, la bataille contre la réforme des retraites, ça va se croiser aussi avec les questions féministes, puisque les femmes, encore une fois, qui ont des carrières souvent morcelées, vont être très impactées par cette réforme dans le sens de plus de précarité, et puis que le 8 mars, c'est bientôt, c'est dans 2 mois,
Donc à Montpellier, on participe, le NPA 34, à une inter-organisation. On va organiser la grève féministe du 8 mars avec des manifestations à Montpellier. Voilà, vous serez informés aussi. Bon. J'ai une question un peu moins grand angle et un peu plus resserrée. Vous avez fait le constat des difficultés dans le champ syndical et politique dans les forces de gauche, progressistes, issues du mouvement ouvrier. Vous a sûrement pas échappé que dans le champ syndical, depuis un an, il y a un certain nombre, je dirais, de déclarations au moment des congrès, que ce soit à la CGT, pas encore à la CGT, puisque le congrès est en mars, mais en tout cas à la FSU, à Solidaire, et même dans la bouche de Martinez, à l'occasion notamment du congrès de la FSU, de nécessaires rapprochements entre un certain nombre de syndicats qu'on pourrait appeler de transformation sociale, voilà, qu'on pourrait regrouper sous ce vocable. Comme je les militants du NPA sont aussi engagés souvent dans le champ syndical, c'était votre cas à Ford, c'est le cas avec d'autres militants du NPA, et vous mettez en avant la nécessité d'un travail unitaire, etc. Est-ce que du coup les militants du NPA se font l'écho de ces petites tendances qui émergent dans le champ syndical pour les renforcer, ou est-ce que vous n'y voyez pas d'intérêt ou d'avenir particulier? Là, concrètement, vous parlez de quoi? De FSU Je parle du congrès de Solidaire d'il y a presque un an qui disait qu'il fallait aller vers une unification syndicale, du congrès de la FSU qui a dit à peu près la même chose, et de la déclaration notamment de Martinez à l'occasion de ce congrès qui disait qu'il fallait, à défaut d'une réunification, en tout cas, aller vers une unité du champ syndical qui allait au-delà de l'unité d'action. Voilà. Ouais. Comme vous avez beaucoup porté la question de il faut des structures pour demain dans le combat, etc., je voulais savoir si c'est quelque chose sur lequel votre NPA œuvre ou pas du tout. C'est quelque chose qui est encore pas majoritaire dans tous ces syndicats, mais c'est des voix qui s'expriment. C'est des voix qui s'expriment, et du coup, est-ce que c'est quelque chose que vous attrapez, puisque vous avez beaucoup posé la question de... C'est vrai qu'on en a pas vraiment débattu encore forcément en interne globalement. Ah, mais c'est partout où on milite, de toute façon, on participe à toutes ces discussions-là. Nous, on a clairement une option de lutte radicale. Nous, c'est ce qu'on essaie de défendre partout où on se trouve. Et donc, on est dans une critique, une insatisfaction, une critique de la politique des directions syndicales comme des directions politiques. Et on essaie de faire qu'il y ait une discussion sur comment on arrive à changer les choses. Et donc évidemment qu'il y a des débats sur comment on se réorganise, comment est-ce qu'on se regroupe, avec qui on se regroupe. Et donc la question de l'unité, elle est partout en discussion. Elle est dans une manifestation, le tous ensemble, la convergence des luttes. Elle est dans un syndicat qui voit bien justement nos propres faiblesses, et elle est dans la gauche politique, puisque la NUP a été l'illustration un peu de ce problème de comment on reconstruit, comment on arrive à recoller les morceaux, quoi. Donc dans un syndicat, on participe à ces discussions-là, mais avec cette idée que oui, on est pour une unité, on est pour des regroupements de syndicats, pourquoi pas, mais là jusqu'à présent, les regroupements syndicaux, c'était souvent CFDT, CGT, c'était le grand débat pendant un temps, même si la CFDT représentait plutôt qu'on appelle ça le syndicat de collaboration, et la CGT plutôt le syndicat lutte de classe. Mais ceci dit, il y a toujours eu des discussions plus ou moins amorcées de regrouper les centrales syndicales, ou en tout cas de faire des unités. Mais ça nous éloigne un peu de la question de quelle unité, en fait, de pourquoi nous on pense qu'il faut changer la société, on pense qu'il faut une confrontation politique. Nous on est pour un syndicalisme plutôt du style anarcho-syndicaliste du début du XXe siècle, un syndicalisme lutte de classe, et donc oui, un syndicalisme aussi unitaire, mais une unité dans cette idée de politisation et de conscience qui a besoin de transformer profondément la société. Parce que l'unité, voilà, c'est ça, il y a plusieurs unités. Mais dans un syndicat, moi je suis plus trop dans la CGT maintenant, mais on s'engueulait en permanence en fait sur ces questions-là. Avec l'UD, avec d'ailleurs, j'ai pas tellement de potes en fait dans les structures. C'est le problème aussi, mais ouais, ça fait partie, mais c'est difficile parce que souvent, ce qu'on dit là, même le regard critique sur nos propres organisations. Nous, à la CGT, dans le film,
il y a un passage où on critique Martinez, où on critique la CGT. On est une équipe CGT et on ose critiquer notre propre chef. Donc il y a des militants CGT, des chefs CGT qui disent que c'est impossible à faire ça, enfin, c'est con de faire ça, c'est destructeur, il faut pas, on est déjà fragile, il ne faut pas se critiquer. Et ça c'est un problème qu'on a, c'est qu'en fait on n'arrive jamais à pouvoir discuter réellement de nos propres problèmes, et de laisser les choses se discuter. Et donc après la question de l'unité ou la question de comment on fait, mais c'est souvent parasité par ces pressions-là par en haut. En fait, il n'y a jamais de remise en cause. Et on a tendance à plutôt faire taire les bases militantes, les empêcher de vraiment discuter, de vraiment poser les problèmes, parce qu'on pourrait après favoriser les ententes entre les équipes syndicales. Avant qu'il y ait des regroupements, il pourrait y avoir des tas de choses qui se feraient dès maintenant dans les boîtes, en essayant de faire en sorte que les équipes soient pas concurrentes les unes avec les autres, parce que malheureusement c'est un peu trop souvent le cas. Il y a plein de choses à discuter, à remettre en cause, quoi. Je ne sais pas si ça répond vraiment bien à votre question. Mais... dans ce que tu dis, encore une question. On voit bien que tu soulignes qu'on a une grande bataille sociale qui arrive, avec d'autres collatérales qui vont interférer, on l'espère. Et en même temps, tu dis que ça a une dimension politique. Est-ce que tu pourrais un peu préciser ce que tu as laissé en pointillé du débouché politique? Surtout que sur ce terrain politique, nous travaillons, nous cherchons à travailler avec des gens de la LFI, dont beaucoup pensent que la solution, y compris au social, elle se trouve dans les institutions, et en particulier dans un Parlement dont on voit pourtant qu'il a ses limites. Comme dans le social, il y a des limites. Et nous, donc, qu'est-ce qu'on a à dire pour faire qu'une confrontation sociale qu'on appelle de nos voeux et qu'on aide à construire trouve un débouché proprement politique, et en quoi il pourrait consister? Et la question, ça peut se clarifier. Qu'est-ce que nous avons à faire des institutions, nous? Alors là... Vous avez 4 heures. Non, mais on peut pas... C'est sûr que nous, on fait partie des forces militantes qui pensent que ce qui est déterminant, ce sont les luttes sociales. C'est-à-dire quand des gens s'occupent de leurs affaires, en fait. Et la force de transformation d'une société ou la force d'évolution dans le bon sens, c'est quand il y a des mobilisations populaires. Le souffle, il est là. Mais ça, après, c'est toujours le débat qui existe. En suivant les endroits où on est, c'est plus ou moins comme ça, mais il faut faire gaffe à ne pas opposer, en fait. Entre des acquis qui peuvent avoir lieu à travers une élection ou suite à une élection, parce qu'il y a un pouvoir qui sera moins réactionnaire, moins conservateur ou moins antisocial, et qui peut donner des acquis. Enfin, voilà, donc on n'oppose pas la lutte à ça. Mais c'est de penser que c'est la lutte qui est fondamentale, mais c'est vrai qu'au bout du compte, ça revient à la discussion sur la répartition des richesses. Si on veut se donner les moyens de répartir les richesses, la seule solution, c'est de prendre le pouvoir. Que la population, elle prenne le pouvoir. Sinon, on va la répartir que de manière temporaire. Mais 68, augmentation énorme du SMIC, 3 ans après, tout est balayé. Et puis les années qui suivent, ou 36, juin 36, des acquis énormes dans la grève générale de mai juin 36, et puis un an après à peine, l'armée tire sur des ouvriers en grève à Clichy, et je ne sais plus combien après, c'est le pouvoir pétainiste, enfin, juste après. Donc en fait, une lutte, elle peut créer un rapport de force provisoire plutôt en faveur des populations. Mais si on voulait maintenir un rapport de force plutôt favorable à la population, il faudrait être en permanence en lutte. Et donc effectivement, après le problème est posé, c'est comment on fait pour vraiment changer profondément les choses, et pas tout le temps à être en grève, tout le temps à être en manif, c'est pas possible. Donc oui, c'est le problème de la solution politique. La solution politique, oui, c'est des luttes, et après on ne sait pas précisément, mais on peut imaginer quand même qu'on a des exemples historiques, des révolutions plus ou moins réussies, et des mobilisations profondes qui bouleversent énormément les institutions politiques, ou qui changent les rapports sociaux, les rapports de domination, les rapports d'exploitation. C'est la connexion entre les deux, mais la force véritablement, c'est des millions de gens qui s'occupent de leurs affaires et qui balayent. L'idée, c'est de balayer la domination d'une classe. Projet socialiste, projet communiste.
Mais par quel chemin, comment précisément ça peut se passer, on n'en sait pas trop grand-chose en fait. On galère déjà pour construire un propre outil politique, alors avoir une vision claire sur la façon dont ça peut se passer, on n'en est pas capable. Ça viendra. Mais on s'y accroche. C'est pas du pour vous dire, la recette, le mode d'emploi. À la fin du film, en bonus, après ça arrête. Voilà, ben on vous remercie. Merci, on vous donne rendez-vous à 20h à l'Utopia pour le film et qui sera suivi d'un débat.